Salut, c'est Ben pour les recettes ludiques. Nouvelle vidéo dans la série Ibris, 10 heures de Cosmos. On va parler aujourd'hui de l'extension Rivalité qui a pop sur GameFound, une plateforme de socio-financement comme dirait JP. Dans cette extension Rivalité, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez deux nouveaux Olympiens jouables ainsi que toute une ribambelle de matériel, notamment des standees et même des cartes en acrylique. Incroyable, moi j'ai jamais vu ça. Tout un programme donc pour cette nouvelle campagne dont vous trouverez le lien dans la description. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les deux nouveaux personnages jouables, puisque j'ai reçu la boîte grâce à l'équipe d'Intrafin et celle d'Aurora Game Studio, que je remercie bien entendu. Notez tout de suite qu'il s'agit d'une version prototype, que le matériel comme les règles sont susceptibles d'évoluer. La boîte m'a été fournie en avance dans le cadre de la campagne de financement. Elle repart littéralement demain et bien entendu, je donnerai un petit avis à la fin de la vidéo sur ce que j'ai pu voir des personnages et cet avis sera bien sûr le plus honnête possible. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux nouveaux protagonistes. Veuillez accueillir chaleureusement comme il se doit Dionysos et Hera, les deux Olympiens, bien sûr très plébiscités par la communauté. Très globalement, je vais vous dire tout de suite que ce sont les deux personnages, je pense, les plus difficiles à jouer parmi tous les Olympiens qui sont disponibles aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement chacun leur gameplay, et puis je vous donnerai un avis puisque j'ai pu réaliser une partie où j'ai joué Hera, et j'ai vu Dionysos être joué, donc je vous dirai ça après leur brève présentation. On va tout de suite commencer d'ailleurs par Dionysos. Dionysos donc avec sa superbe figurine, je sais pas si vous verrez très bien, mais Damien a largement partagé un petit peu les designs des deux figurines, donc voilà. Dionysos qui possède deux cartes qui lui sont propres, avec notamment deux actions qui vont se déclencher à des moments particuliers. On va commencer par parler de cet élément qui est le dé d'excès. En fait, ça représente un petit peu l'état d'ébriété de Dionysos au cours de la partie. Ce dé d'excès lui sera utile pendant les combats puisque Dionysos ne possède pas et ne pourra pas posséder au cours de la partie de cartes de conflit. À chaque fois qu'il devra piocher une carte de conflit, soit depuis son paquet, qui n'existe pas donc, soit depuis le paquet de cartes conflit du Colisée, à la place, il va réaliser l'action s'enivrer qui consiste simplement à augmenter la valeur de son dé d'excès de 1. Si jamais le dé d'excès était à 6 et qu'il doit réaliser l'action s'enivrer, à ce moment-là, le dé repasse à 1 et Dionysos obtient la condition ivre. Cette condition induit que lors de la prochaine phase de planification, Dionysos, donc l'Olympien, devra être planifié au même titre qu'un personnage, c'est-à-dire qu'il devra lui être assigné un jeton de lieu. Et ensuite, la condition ivre disparaît jusqu'à ce qu'elle soit réactivée par le même processus. Ensuite, Dionysos est un personnage double. D'une part, on a Dionysos, l'Olympien, avec sa figurine. D'autre part, on a Zagreus, qui est aussi un Olympien et qui, lui, est une sorte d'avatar de Dionysos dans la mythologie. Lorsque l'un est vivant, l'autre est mort, c'est-à-dire qu'il est aux enfers, exactement comme un héros lorsqu'il est défait, et lorsque l'un des deux est amené à mourir, vous l'envoyez aux enfers exactement comme un héros, c'est-à-dire que vous ne subissez pas les effets de honteux, donc perdre de la grandeur, etc. Non, vous l'envoyez simplement aux enfers, et l'autre, en contrepartie, est immédiatement ressuscité. Il revient dans votre réserve, blessé, bien sûr, vous ne pouvez plus l'utiliser pour ce tour. Lorsque cet effet se produit, c'est-à-dire que l'un est envoyé aux enfers et que l'autre est ressuscité, vous avez l'opportunité de réaliser l'une des deux actions au choix, à savoir s'enivrer, qu'on a déjà vu avec l'augmentation du dé d'excès, et la deuxième action qu'on va regarder tout de suite qui s'appelle processionner. Cette action processionnée utilise la deuxième carte qui s'appelle les antésteries. Je vous laisserai aller voir sur Wikipédia à quoi ça correspond, c'est toujours très thématique et intéressant je trouve. Au début de la partie, vous placez un jeton Dionysos sur la case 1. À chaque fois que vous allez réaliser l'action processionnée, vous allez déplacer ce jeton d'une case vers le chiffre supérieur. Si vous êtes déjà sur le 4, vous revenez au 1. Chacun des effets apporte un effet immédiat, donc par exemple au niveau 2 vous allez prendre immédiatement 2 points, et un effet permanent qui va se déclencher selon certaines conditions, ce qui fait que vous avez toujours un effet actif. Au début de la partie vous avez l'effet 1, et au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir déplacer ce jeton, justement toujours d'une case supplémentaire à chaque fois que vous réalisez l'action processionnée. Donc vous avez 4 effets qui interagissent, en particulier avec des effets de combat qui vont aider un petit peu Dionysos qui malheureusement ne possède pas de carte de combat.
Enfin, dernier pouvoir de Dionysos, il s'appelle Soma Véridique. Lorsque vous êtes amené à dépenser un élément, c'est par exemple le cas quand vous allez chez l'oracle, ou alors que vous réalisez une quête de combat qui vous demande de dépenser des éléments spécifiques, et bien à la place, vous allez dépenser un nombre de fidèles qui correspond à la valeur de votre dé d'excès. Les pouvoirs d'amélioration de Dionysos sont très étroitement connectés avec tous les effets qu'on vient de décrire. Il y a un personnage qui m'intéresse particulièrement dans ces effets, c'est Protymnos, puisque Protymnos, tant qu'il est en vie, obligera tous les adversaires lors de leur conversion à l'Olympe, la transformation de prière en différents éléments de jeu, à payer une prière supplémentaire jusqu'à ce que celui-ci soit défait, donc j'imagine que ça va très largement vous donner envie de lui rentrer dedans. On va maintenant passer à Héra, épouse légitime de Zeus, avec sa fabuleuse cigarette qui remonte jusque son chapeau. Alors là, on la voit pas bien parce qu'elle a cassé au moment du voyage, mais sachez que la figurine est vraiment magnifique. En tout cas, moi, je la trouve très très jolie. Héra qui arrive également avec 2 cartes qui concernent ses personnages. J'avais dit que ça allait être un petit peu plus compliqué. La particularité d'Héra, c'est qu'elle fonctionne comme une entreprise de service, c'est-à-dire que à chaque fois que ces personnages vont se déplacer dans des lieux ou se trouveront dans certains lieux, eh bien tous les personnages des autres joueurs qui se trouveront dans le même lieu vont pouvoir profiter d'un service, c'est-à-dire que ils vont vous payer certains effets de jeu, par exemple des points de victoire, des aegis, des prières, et en contrepartie, ils vont obtenir la possibilité de réaliser d'autres actions, des actions qui sont notamment à faire dans d'autres lieux, qui sont offertes par le personnage que vous envoyez dans le lieu. Vous voyez un petit peu le marchand au tout début du dessin animé Aladdin. Et les plus belles marchandises de ce côté du Jourdain en solde aujourd'hui, profitez-en. Et ben, c'est exactement pareil, c'est Héra. Alors bien sûr, il y a une contrepartie à tout ça, les personnages d'Héra sont tous des prophètes au début. C'est-à-dire que vous commencez au stade 0, vous n'avez aucun héros, donc en réalité vous avez que des personnages spécifiques, mais vous n'avez en fait au début de la partie que des prophètes. Chacun de ces personnages est associé à une ligne sur laquelle on voit qu'on a des emplacements pour placer des jetons olympiens dessus. Donc ces emplacements sont appelés des promotions, et en fait, pour obtenir ces promotions et donc pouvoir transformer nos différents personnages vers des stades supérieurs, on va devoir utiliser l'effet qui s'appelle jalousie principalement de Héra, qui fait qu'à chaque fois qu'un joueur va vous dépasser sur une des pistes, à savoir la piste de point de victoire ou la piste de grandeur, vous allez obtenir une promotion pour un personnage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir soit placer un jeton olympien face olympien visible, justement, sur l'emplacement de votre choix, soit que vous allez pouvoir retourner un jeton olympien qui était déjà placé sur la face interdite. Les jetons placés face olympien en face d'un personnage apportent des effets particuliers pour la manche en cours. L'inconvénient, c'est qu'à la fin de la manche, tous ces jetons sont dégagés. En revanche, si vous arrivez à retourner un jeton olympien sur sa face interdit, dans ce cas-là, le jeton n'apporte plus d'effet particulier pour la manche. En revanche, il restera là jusqu'à la fin de la partie. Autre chose, et c'est là où ça devient intéressant pour la promotion justement des personnages, c'est que vous voyez qu'en face de chaque personnage, on a un petit symbole d'épée comme ça justement, qui correspond à la transformation du personnage en héros. Si vous placez un jeton sur la case correspondante, votre personnage passe de prophète à héros, et si jamais vous arrivez à remplir les 3 emplacements de promotion sur un même personnage, dans ce cas-là, le personnage est carrément promu au rang d'Olympien. Donc je vous laisse imaginer, si vous avez au total 6 personnages qui sont des Olympiens, plus Héra, ça va faire pas mal de dégâts sur le champ de bataille. Tout ça fait que vous allez devoir bien sûr compter pas mal sur les autres joueurs pour pouvoir réaliser vos promotions. Alors il y a aussi quelques autres effets qui en apportent, il y a notamment la piste d'étincelle qui apporte quelques promotions, et aussi certains effets d'amélioration qui apporteront des promotions. Les différents pouvoirs d'amélioration d'Héra, pareil, sont très connectés aux différentes promotions des personnages et aux effets qu'on vient de regarder un petit peu. Il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est le diadème, puisque le diadème, en plus de vous apporter votre carte de combat ultime, va faire en sorte que chacun de vos personnages va obtenir une force de combat de base qui est égale au nombre de jetons sur sa ligne de promotion, donc jusqu'à 3. Je trouve ça quand même assez fort au combat. La carte de combat en elle-même, alors je vous en parle en plus parce que je trouve ça vraiment trop bien, elle vous donne une force de combat égale au nombre total de jetons promotion qui se trouvent sur l'ensemble des 2 cartes. Ultra fort.
Enfin, dernier élément dans la panoplie de marchands de tapis d'Hera, certaines de ces cartes de combat possèdent la mention contrat. Lorsqu'elles sont jouées dans un combat entre joueurs, une fois que le combat est terminé, les cartes avec la mention contrat sont envoyées chez l'adversaire et bien sûr, lorsque les conditions du contrat se déclencheront, eh bien, il y aura divers effets qui seront enclenchés, toujours à l'avantage d'Hera bien entendu. Voilà pour une brève présentation des deux nouveaux protagonistes. Ce que je peux vous dire sur le gameplay, c'est que j'ai trouvé ça original et intéressant. Dans l'ensemble, j'ai eu plus envie de jouer Hera que Dionysos, alors que Dionysos sur le papier me séduisait un petit peu plus en tant que dieu, puisque dieu de la fête, dieu du vin, mais il se trouve que le gameplay d'Hera m'a un petit peu plus séduit. On va regarder justement en détail les deux gameplays. Si on commence par Dionysos, alors Dionysos, il a un pan du jeu qui lui est retiré dans le sens où on lui enlève complètement ses cartes de conflit. Alors, ça implique plusieurs choses, ça implique déjà une simplification au niveau du gameplay, puisque on a une ressource de moins, et pas des moindres, à s'occuper. C'est-à-dire que toute la partie aller chercher des cartes au Colisée, prendre l'emplacement à 2 cartes sur les moires et tout ça, ça saute un petit peu, en tout cas jusqu'à ce que votre dé soit monté à 6, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on met cette ressource-là de côté, donc on simplifie un petit peu le gameplay. D'un autre côté, malheureusement, et c'est là où j'aime moins la partie gameplay de Dionysos, c'est que, eh bien, on fonctionne avec en fait 2 cycles qui fonctionnent par incrément. Ce que je veux dire, c'est que on a un système de dés. À chaque fois qu'on va chercher une carte de conflit, on va augmenter le dé de 1. Et puis quand on arrive au bout du cycle, paf, on retombe à 1. Et en plus, on se mange la condition ivre qui fait que la prochaine fois, on devra programmer carrément Dionysos comme s'il s'agissait d'un vulgaire péon. Bon, d'une part. D'autre part, deuxième pouvoir intéressant, les antestéries. Antestéries, exactement. Les antestéries, très intéressant sur le papier, ça donne un pouvoir permanent à Dionysos, qui en plus est variable et qui est de plus en plus intéressant avec les stades. Même principe, une fois qu'on est au stade 4, paf, on repasse au stade 1 et on recommence. En fait, on ne choisit jamais réellement le stade ou la phase du dé sur laquelle on va se trouver. Moi, c'est un effet de jeu qui ne me convient pas complètement. J'avais déjà aperçu cet effet, en tout cas ce choix qui avait été fait sur le personnage d'Apollon, avec le cycle en fait qui est mis en place sur ses propres technologies. J'adorais le gameplay d'Apollon, mis à part cet élément cyclique. Alors ça va, il y a 5 technos, c'est pas non plus la mer à boire, mais là, je trouve que c'est pire parce que on a un dé qui monte jusqu'à 6 et ensuite on a des antestéries qui montent jusqu'à 4 qui sont quand même assez décisives au niveau de votre combat. Ce qui me dérange surtout, c'est justement cette partie combat parce que on perd tout le côté bluff du jeu. Ce que je trouve génial dans les combats, c'est justement ce truc de j'ai tant de cartes de combat, toi t'en as combien? Ok, je peux peut-être me baser un peu sur cette information, mais pas trop. Paf, retournement de situation, je t'ai défoncé alors que j'avais 2 cartes et toi 4. Bref, là, pour Dionysos, tout est visible. On sait à la fois sa force de combat de base, avec son dé d'excès, mais en plus de ça, on connaît le pouvoir de ses antestéries et éventuellement de ses effets d'amélioration. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a qu'un seul round qui est fait de son côté, et en fait, le gars en face va juste s'adapter à ce qui est fait. Il n'y a plus du tout cette phase de bluff, de continuer à arrêter qu'on trouve sur les autres persos. C'est bien sûr un choix, c'est un choix qui, en termes de gameplay, ne me convient pas totalement. En tout cas, j'ai pas eu l'envie suffisante pour aller m'y risquer, même si, visiblement, dans la partie que j'ai jouée, le personnage s'avère quand même relativement fort, notamment une fois qu'il a atteint sa force de 6 et qu'il a avancé un petit peu sur les antestéries. Le tout, c'est d'arriver à contrôler ces 2 paramètres qui, des fois, sont un petit peu incontrôlables. Il y a de la pioche de cartes qui se fait de manière indirecte. Et sur les antestéries, ben voilà, c'est pas toujours le bon effet que vous avez en face. Je trouve ça un petit peu dommage. Je voudrais avoir plus de contrôle, bien sûr, sur le personnage comme d'habitude. Attention, je dis pas que le gameplay est pas intéressant, loin de là. Je trouve que le personnage est plutôt intéressant à jouer, justement, mais sur le long terme. Le truc, c'est ça, c'est que là, j'ai qu'une seule partie dans les patchs, j'ai pas l'occasion de sortir le jeu particulièrement souvent, j'ai pas forcément le public, et donc c'est vrai que sur la partie que j'ai fait où je me suis dit j'ai le choix entre les deux, lequel je vais jouer, j'ai plutôt décidé de jouer Hera. Je pense que Dionysos est particulièrement intéressant et adapté si vous voulez creuser justement le jeu, si vous êtes amené à jouer plusieurs parties d'affilée avec un même personnage. C'est un personnage qui s'y prêtera bien et qui, je pense, peut être très fort une fois bien maîtrisé. Ensuite, on passe à Hera. Et alors là, Hera, changement de décor total. J'ai joué la partie avec Hera, du coup, et je me suis régalé. Je pense que
toute la table a apprécié le gameplay d'Era, ce qui était proposé justement parce que c'est super interactif ce qui est proposé là. Ce petit truc d'aller vendre ses services, de dire est-ce que tu voudrais pas une petite avancée sur la piste machin, juste contre 2 agistes que tu possèdes en plus. Ça tombe bien franchement. Bon, tous ces petits effets, le jeu un petit peu avec la tentation des autres, ça marche bien, ça discute, ça rigole, ça fonctionne. Comme gameplay, moi je me suis vraiment régalé. Deuxième effet positif que j'ai trouvé chez Era, et j'ai tout de suite vu, je me suis dit putain mais c'est génial. On n'a que des persos qui sont des prophètes au début, bien sûr, en termes de gameplay, mais on n'a que des personnages. Dans le jeu de base, à chaque fois je me dis c'est sympa, on a 6 persos au total. Mais bon, il y a 3 prophètes dans le paquet, 3 personnages identiques, un petit peu moins satisfaisants. Là, on a 6 persos, 6 personnages, 6 héros différents, avec leur histoire, leur capacité, machin. Bon, bref. Moi, c'est un petit élément, mais qui m'a beaucoup plu, et je trouve justement que ce système de progression est très intéressant. Alors attention, bien sûr, système de progression intéressant, mais extrêmement dépendant des autres joueurs. C'est-à-dire que la source de promotion principale, c'est quand même le fait que les autres vous dépassent et sur la piste de points de victoire et sur la piste de grandeur. Alors théoriquement, vous allez me dire, dans une partie standard, ça va forcément arriver. Dans la partie qu'on a fait, ça s'est pas vraiment produit sur les 2 premiers âges. J'ai été un petit peu derrière et pendant tout ce temps, le problème c'est que vos personnages ne sont que des prophètes. Ce qui veut dire, pas de Colisée, pas de Moire. On a eu que des quêtes de combat au départ, j'avais que mon Olympien potentiellement pour aller faire ces quêtes-là. Si je faisais ça, je déployais pas. Et ainsi de suite. Donc, au final, il faut être quand même bien prêt à faire un petit peu toute cette partie interactive. Donc en fait là, le jeu vous demande un petit effort, entre guillemets, enfin pas un petit effort, il vous demande une implication plus forte que les autres personnages qui sont plus typés Eurogame et qui fonctionnent quasiment tout seuls, ou en tout cas à votre bonne volonté. Ici, il va falloir jouer vraiment avec le reste de la table, vous n'avez pas le choix. Les effets de contrat sur les cartes de conflit sont également aussi très plaisants, je trouve ça très sympa de pouvoir dire tiens, ok, t'as gagné le combat, par contre, tac, je te colle un petit mouchard, la prochaine fois qu'il se passe ça, paf, je récupère tel bonus. Très sympa, attention, ça ajoute une petite couche de profondeur, ça ajoute un petit peu de complexité, je pense que certains trouveront ça un petit peu en trop, mais bon, globalement, j'ai trouvé ça quand même très sympa, la partie que j'ai fait était vraiment très très appréciable, donc ouais, j'ai adoré ce qui était proposé par le personnage. Voilà pour cette brève présentation de nos 2 nouveaux compagnons qui portent à 11 le nombre total d'Olympiens jouables dans Ibris. Comme depuis la première extension, voire quasiment depuis le jeu de base, on est dans l'excès atomique avec ce jeu. Cette nouvelle campagne de financement ne fait encore qu'accentuer la chose, mais je pense que c'est pour ça, entre autres bien sûr, qu'on apprécie énormément le jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques. Ciao!